Mort de Nourane Rezaï, 11 jeunes visés par des accusations criminelles à la suite de l'enquête parallèle du SPVM. Le dossier est désormais entre les mains des procureurs du DPCP pour la suite du processus judiciaire. Une importante vague de chaleur s'installe au Québec. La santé publique appelle à la prudence. Si on a une fatigue plus accrue, des nausées, des mouissements, des étourdissements, c'est des signes de déshydratation. Il faut vraiment prioriser l'eau. Et c'est l'état d'urgence à Fermont en raison des feux de forêt qui font rage dans le nord du Québec. Au sud de Fermont, une douzaine de feux recensés. Certains sont problématiques, entre autres pour l'accès de la route 389 vers Fermont, mais également vers le Lavant-Nord. Il est 22 h, c'est l'heure de Nouveau Info. Bonne fin de soirée tout le monde. Il y a de nouveaux développements dans l'affaire Nourane Rezaï, cet adolescent abattu par un policier de Longueuil le 21 septembre dernier. Le service de police de la Ville de Montréal, le SPVM, a dévoilé les conclusions de son enquête parallèle sur l'intervention policière menée avant la mort du jeune de 15 ans. 11 individus ont été arrêtés, tous mineurs au moment des faits. De graves accusations pèsent maintenant contre eux. Les détails avec Lily Mercure. Les accusations autorisées par le directeur des poursuites criminelles et pénales comprennent notamment séquestration et complot d'enlèvement. D'ailleurs, il y a aussi un individu qui fait face à des accusations de possession d'armes. S'agit-il du bâton de baseball qui avait été retrouvé dans l'un des sacs à dos? Bien ça, l'SPVM n'a pas voulu confirmer. D'ailleurs, il y a très peu d'informations qui ont coulé puisque le dossier concerne des mineurs et leur identité est protégée. Par contre, ce qu'on sait, c'est que les accusations touchent des événements qui seraient survenus le 21 septembre et les jours précédents. Cette journée-là, le jeune Nourane Rezaï a été abattu par un policier de Longueuil. Ça avait soulevé l'indignation d'une grande partie du public. Et là, maintenant, le SPVM a dévoilé les conclusions de son enquête parallèle. Les 11 individus visés par des accusations devraient comparaître à la Chambre de la jeunesse d'ici le début septembre. 11 suspects sont visés par des accusations criminelles dans le cadre de notre enquête parallèle. 5 suspects ont été arrêtés en vertu de mandats visés. De plus, 6 autres suspects sont accusés par voie de sommation. Au total, 11 personnes sont visées par des accusations, soit 4 jeunes hommes et 7 adolescents. Et au moment des événements, ces individus étaient âgés entre 13 ans et 17 ans. Parallèlement à tout ça, il y a toujours l'enquête du Bureau des enquêtes indépendantes qui est ouverte. Ça va permettre de comprendre plus ce qui s'est passé la journée du 21 septembre. Et c'est important de faire la distinction entre l'enquête du BEI et l'enquête parallèle du SPVM. Notre enquête porte sur les événements, les circonstances précédant l'intervention policière des policiers de Longueuil. Alors, c'est vraiment, il y a deux côtés, là, si je mime le geste, là. D'un côté, il y a ce qui s'est passé avant. Ça, c'est ce sur quoi le SPVM a été mandaté par le BI d'enquêter. Et il y a l'intervention policière, proprement dit. Qui est toujours Elle est enquêtée par le BI. Le BI avait communiqué, là, si je me souviens bien, qu'ils avaient déposé ou ils avaient soumis leur dossier au DPCP qui est en analyse en ce moment. Il y a le ministre de la Sécurité intérieure, Yann Lafrenière, qui avait demandé une enquête administrative sur le service de police de l'agglomération de Longueuil. Et finalement, la famille de Nourane Rezaï, a lancé il y a quelques mois une poursuite de 2,2 millions de dollars contre la ville de Longueuil et les policiers impliqués dans les événements du 21 septembre 2025. À Montréal, Lily Mercure, pour Nouveau Info. Et on poursuit la discussion avec l'avocat qui représente la famille de Nourane Rezaï, Maître Fernando Belton. Bonsoir, Maître Belton. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. D'abord, comment vous réagissez à ces conclusions de l'enquête du SPVM? On parle quand même de 11 jeunes visés par des mandats d'arrestation pour des accusations, somme toute, assez graves, là. Bien, je pense que la chose la plus importante à garder en ligne de compte, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup des questions qui sont les questions de la famille n'ont pas été répondues à partir de la conférence de presse qu'on a eue aujourd'hui. D'ailleurs, je me pose même la question à savoir pourquoi on a eu une conférence de presse dans la mesure où est-ce que les policiers, le service de police a très peu d'informations qu'elle a été en mesure de nous confier par rapport aux détails de l'affaire. Puis, je pense qu'il faut pas perdre de vue, en fait, le fait que le plus important qu'on doit savoir pour obtenir la vérité, parce que c'est ça que le chef de la communication nous disait. Donc, dans le but d'obtenir la vérité, c'est important de savoir qu'est-ce que les policiers savaient au moment des faits. Donc, c'est sûr et certain que l'enquête parallèle, elle peut avoir une certaine utilité, mais elle ne sert à rien pour déterminer
lorsque les policiers étaient dans leur véhicule, lorsqu'ils ont dégainé leurs armes, quelle information ils avaient, pourquoi ils ont décidé de tirer, tandis qu'on sait que les jeunes n'avaient pas d'armes à feu. Je pense que le nœud de l'affaire, il est là et malheureusement, la conférence de presse ne nous aide pas à répondre à cette question. Mais j'aimerais qu'on revienne quand même sur les accusations, complot d'enlèvement, complot pour séquestration, voie de fait, possession d'armes. Bon, là, on comprend, est-ce que c'est le bat de baseball? Parce que selon, en tout cas, le BEI, l'arme à feu était celle du policier. On parle aussi de port de déguisement. Il y a quand même des... Ça coïncide avec l'appel au 911, non? Il y a certaines choses qui coïncident, mais je pense qu'une des choses que j'aimerais peut-être amener les auditeurs à garder en tête, plusieurs d'entre eux, là, j'ai vu pendant qu'on se parlait la vidéo qui passe, une des choses qu'on peut voir sur cette vidéo-là, c'est que qu'on a 6 jeunes qui sont assis sur le trottoir, qui sont sur leur téléphone et 19 secondes après l'arrivée des policiers, il va y avoir des tirs. Donc, ce que je dis, que je pense qu'il est important que les gens gardent en tête, un policier prudent, diligent, placé dans les mêmes circonstances, doit adapter son intervention aux circonstances dans lesquelles ils se retrouvent au moment des faits. Si on appelle, par exemple, des pompiers, on leur dit de venir éteindre un feu et lorsqu'ils arrivent, ils ne voient pas de fumée, vous comprenez qu'on ne peut pas commencer à mettre de l'eau sur un immeuble. Je pense que c'est un principe qui vient tout simplement du bon sens. Et la conférence de presse et les informations, peu importe les accusations qui sont ou les reproches qui sont faits à ces adolescents-là, aujourd'hui, ça ne change pas la nature fautive de l'intervention policière, c'est ce qu'on prétend. Et le tout sera débattu, bien entendu, devant les tribunaux. Oui, là, bien sûr, vous parlez de cette poursuite de 2,2 millions de dollars intentée contre la ville de Longueuil. On parlait de 3 enquêtes. Il y a celle aussi du ministère maintenant de la Sécurité intérieure avec Yann Lafrenière. Est-ce que vous vous attendez, est-ce que vous pensez que vous allez avoir des réponses à vos questions ou aux questions de la famille? Mais on sait que le BEI a terminé une bonne partie de son enquête. Le dossier a été notamment soumis au directeur des poursuites pénales et criminelles. Puis je vous dirais que beaucoup des réponses vont venir de là, c'est-à-dire une fois que le DPCP aura pris sa décision, s'il décide de déposer des accusations ou pas contre les policiers. Il y a des informations qui devront être soumises à la famille et à ce moment-là, on aura peut-être plus de lumière parce que la réalité, là, ce qu'on a d'aujourd'hui, les mêmes questions que la famille avait le 25 septembre en soirée, le 21 septembre en soirée, sont les mêmes qu'on a aujourd'hui. Il faut s'imaginer que même le nom des policiers n'est pas connu de la part de la famille. Donc, il y a très, très peu d'informations qui ont été communiquées à la famille. Puis, ils attendent des réponses à savoir pourquoi le jeune Noran est décédé cette journée-là. Alors, on suit ça avec attention. Merci beaucoup, Maître Belton, avocat de la famille donc de Noran Rezaï. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Toujours à Montréal, une cérémonie commémorative en hommage à l'agent Mohamed Benredouane va se tenir mardi prochain au Centre Bell. C'est ce qu'a annoncé le SPVM en soirée. Le policier de 34 ans est mort lors de la fusillade dans le quartier Côte-des-Neiges il y a une semaine maintenant. Un citoyen de 68 ans, Michael Mizrani, a aussi perdu la vie lors des événements. Une vague de chaleur intense va frapper tout le Québec à partir de demain. C'est un épisode qui pourrait durer au moins 5 jours, des températures suffocantes qui tombent là au même moment où des milliers de Québécois vont déménager et les autorités de la santé lancent un appel à la vigilance. Marika Simard. Plus de pauses, accès à l'eau, puis vraiment être attentif aux signes et symptômes reliés à la chaleur. Pendant les grandes vagues de chaleur, on nous répète souvent la même chose. Porter un chapeau, s'hydrater suffisamment pour rester hydraté et mettre de la crème solaire. Mais des fois, c'est pas suffisant. La chaleur, ça cause beaucoup d'effets à la santé, puis ça cause même des décès. En particulier, les décès qui arrivent l'été, c'est des décès de personnes qui sont chez elles souvent. Donc, avec les trousses fraîcheurs, on veut avoir une opportunité d'aller sensibiliser les gens, de donner des messages aux personnes qui sont chez elles, souvent seules, qui n'ont peut-être pas nécessairement de réseau d'entraide. OK, avant qu'on aille plus loin, est-ce qu'on regarde ce qu'il y a à l'intérieur de cette fameuse trousse de fraîcheur? Donc, on a 3 objets dans notre trousse fraîcheur. Je dirais le plus central, c'est notre thermomètre d'intérieur. OK. Ensuite, on a un vaporisateur d'eau. OK.
qui est idéalement à utiliser avec notre petit ventilateur. Oui, il y a les objets qui se trouvent à l'intérieur de la trousse, mais c'est surtout un prétexte pour aller à la rencontre de ceux qui sont peut-être plus vulnérables à ces vagues de chaleur-là. C'est un projet qui mobilise plus que la santé publique, là. Nous, on coordonne le projet, mais on a la chance de travailler avec des organismes communautaires dans ces quartiers-là qui, eux, vont pouvoir faire la distribution. Puis eux, ils connaissent très bien leur population, leur quartier. Donc, eux, ils ont vraiment l'expertise terrain qui nous permet justement d'aller rejoindre les gens qu'on veut rejoindre avec les trousses. Il y a des écarts importants dans l'exposition à la chaleur puis le risque associé. On sait qu'à Montréal, on a des écarts, par exemple, dans l'accès à la climatisation qui suivent directement le revenu. Alors, les personnes plus aisées sont en beaucoup plus grande proportion à avoir la clim à domicile. On sait que l'accès au parc et à la nature, l'accès à avoir un endroit à l'ombre va être très différent. On prend souvent l'exemple de Parkex et de Ville-Mont-Royal. Il faut se le rappeler. Puis nous, on a un outil de cartographie qui identifie plusieurs facteurs sur l'île de Montréal qui nous aident à cibler où aller distribuer les trousses. Entre autres, par exemple, les lieux des îlots de chaleur, là où est-ce qu'il y a des gens qui habitent seuls, des personnes aînées. C'est pas la première fois que Montréal traverse une canicule, mais cette fois-ci, c'est le calendrier qui complique les choses parce que le pic de chaleur va survenir le 1er juillet. C'est une journée fériée où plusieurs personnes vont peut-être être plus enclines à boire plus d'alcool. Les commerces climatisés vont, quant à eux, être pour la plupart fermés et il y a plusieurs personnes qui vont être contraintes de déménager. À ce moment-là, ça va être de faire attention à nous, de respecter nos limites, de surveiller les signes et symptômes. Si on a une fatigue plus accrue, des nausées, des mouissements, des étourdissements, le secret, c'est de s'hydrater adéquatement. On va éviter les boissons alcoolisées. On va plus aller vers des produits comme de l'eau ou des produits avec des électrolytes. À Montréal, Marie Castimard pour Nouveau Info. Allons faire un tour aux États-Unis maintenant. C'est un autre verre pour Donald Trump. La Cour suprême a débouté le président américain dans le dossier du droit du sol. Le tribunal juge inconstitutionnel son décret controversé visant à restreindre ce droit qui permet en fait aux personnes nées aux États-Unis d'obtenir automatiquement la citoyenneté américaine. Sur Truth Social, Donald Trump affirme que c'est dommage pour le pays, mais il ne compte pas renoncer à son projet, ajoutant que le droit de sol pourrait facilement être révoqué par une loi. Et de retour chez nous, les émissions de gaz à effet de serre seront plus élevées que prévu au pays. C'est ce que le premier ministre affirme dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. Mark Carney reconnaît que les récents reculs de son gouvernement en matière d'environnement vont mener à cette augmentation des GES dans les prochaines années. Depuis son arrivée au pouvoir, Ottawa a notamment annoncé un nouveau projet de pipeline. Il a aussi aboli la tarification carbone pour les consommateurs et abaissé les normes pour les entreprises. Sur la scène provinciale maintenant, le gouvernement de la CAQ a multiplié les annonces en environnement aujourd'hui. À Montréal, la première ministre Christine Fréchette a annoncé un investissement de 123 millions de dollars pour décontaminer les terrains d'Esso dans l'est de l'île, un énorme territoire. Et son collègue Bernard Drainville lui a présenté la vision énergétique du Québec d'ici 2050. Laurence Royer. Ce sont environ 7 millions de pieds carrés qui seront décontaminés dans le secteur de Montréal-Est. Ça équivaut à environ 124 terrains de football ou, comme l'a dit la première ministre lors de sa conférence de presse, 50 Costco ou encore 25 Ikea. Ce sont des terrains qui ont accueilli des raffineries et un dépôt pétrolier. Ils sont abandonnés depuis une quarantaine d'années, justement parce qu'ils sont contaminés. Et cette somme de 123 millions de dollars va servir à décontaminer ces terrains, à les réhabiliter, les revaloriser pour y attirer de nouveaux projets industriels. Moi, je veux que ce terrain-là passe du gris au vert. Alors, ça veut dire des secteurs notamment technologie propre, transition énergétique, à l'aéronautique, à l'intelligence artificielle, à l'optique photonique, tout ce qui relève de la défense, ultimement. Ça pourrait être des secteurs intéressants. Puis je pense qu'il peut y avoir aussi sur le terrain une diversité de secteurs, parce qu'avec les taille de terrain qu'on a là, c'est pas anodin, là. Donc, on peut avoir différents secteurs. Puis ça, c'est pas inintéressant parce qu'il faut pas mettre toutes nos billes dans un seul panier. Il y a également le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Bernard Drainville, qui était à Varennes pour annoncer la vision à long terme de son gouvernement en matière d'énergie. Il a présenté le plan de gestion intégrée des ressources énergétiques 2026-2050. Et ça, c'est en quelque sorte là, la feuille de route qui va guider les décisions du gouvernement en matière de production, de transport, de distribution d'énergie dans les prochaines années. On veut préparer l'avenir dans un contexte où les besoins en énergie vont augmenter de façon importante.
importante, où on veut poursuivre la décarbonation et où on veut aussi là, renforcer l'autonomie énergétique du Québec, surtout dans un contexte géopolitique incertain. Et le gouvernement assure aussi que l'accessibilité et le coût de l'énergie pour les Québécois est un aspect important de ce plan. Il faut continuer à investir dans la fiabilité puis la résilience de notre réseau énergétique, continuer à donner aux Québécois l'énergie dont ils ont besoin, à les approvisionner en énergie. Mais sécurité énergétique aussi au sens de fondement de notre sécurité économique. C'est par notre sécurité énergétique et tous les approvisionnements qui en découlent qu'on va être capable de donner à nos entreprises l'énergie dont elles ont besoin pour continuer à investir, pour investir dans l'automation, la robotisation, donc la productivité. Il y avait une autre annonce de la CAQ aujourd'hui, cette fois-ci le ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette, qui a annoncé la mise en place d'un tribunal spécialisé en matière de violences sexuelles et de violences conjugales dans les districts judiciaires de Gatineau et de Pontiac. À Québec, Laurence Royer pour Nouveau Info. La Sopfeu fait état de 130 incendies actifs dans le nord du Québec. À l'heure actuelle, il y a plus de 6300 hectares qui ont été consumés par les flammes. Et ce soir, la municipalité de Fermont, sur la Côte-Nord et sur le qui-vive, les feux de forêt et la fumée qui s'en dégagent forcent, entre autres, la fermeture de la route 389. C'est un lien routier majeur qui relie Bécomo à Fermont. Il y a des infrastructures minières qui sont aussi à risque. Et je me suis entretenue un petit peu plus tôt avec le directeur général de Fermont et aussi coordonnateur des mesures d'urgence, Claude Gagné. Bonsoir, M. Gagné. Bonsoir. Alors là, chez vous, on comprend que vous êtes sur le qui-vive. Il y a l'état d'urgence aussi qui a été déclaré. C'est quoi l'état de la situation à l'heure où on se parle? Écoutez, dans les 36 dernières heures, là, on a eu quand même des lignes de foudre au sol assez significatives. On a au sud de Fermont une douzaine de feux recensés. Certains sont problématiques, entre autres pour l'accès. La route 389 vers Fermont, mais également vers le Labrador City, Wabush, et ainsi de suite. Donc, pour l'instant, les principaux inconvénients sont liés à la fumée qui se dirige vers Fermont, qu'on a commencé à avoir avec un changement d'orientation du vent en début d'après-midi. Alors, jusqu'à demain, on devrait avoir de la pluie. On espère la pluie et que ça va rabattre ces fumées-là. Par ailleurs, il y a aussi des feux qui sont plus menaçants pour certaines installations de l'industrie minière dans le secteur. Alors, on garde un œil là-dessus également. Oui, parce qu'on parle vraiment de région ressources. À Fermont, vous êtes à quoi? Environ 2500 de population. Alors, pour l'instant, pas d'évacuation, mais là, la route 389 qui est fermée en raison de la fumée, qui rend quasi nulle la visibilité. J'imagine aussi que les vols du haut des airs, la fumée doit aussi nuire. Alors, comment on gère ça si on doit, par exemple, évacuer? C'est quoi le plan? Bien, écoutez, il n'y a pas 36 solutions dans notre cas parce que la route 389, soit qu'on se dirige vers le sud à un peu plus de 500 km vers Bécomo, ou vers le nord, donc vers Labrador City ou Wabush, qui eux-mêmes ont des difficultés avec les feux. Il y a certains secteurs de villégiature juste au nord de Fermont qui ont été évacués de toute façon. Alors, la seule possibilité restante, c'est l'avion, dans la mesure où les avions peuvent voler à partir de l'aéroport de Wabush qui dessert Fermont ou se rendre jusqu'à Goose Bay. Pour l'instant, on n'est même pas en pré-alerte parce que le feu ne menace pas Fermont comme tel. Le transport aérien fonctionne. Ce qui est problématique au niveau du transport aérien actuellement, c'est plus l'intervention de la Sopfeu. Alors, les avions de combat et les avions de vigie, aujourd'hui, ont pu en faire moins qu'ils auraient voulu, justement à cause des fumées. Là. Ça complique. Les conditions de vol étaient marginales. Et là, on est en plein été, c'est les vacances, il y a de la villégiature aussi dans votre coin. Donc, c'est quoi le conseil à la population présentement? J'imagine que toute cette fumée-là, ça aussi représente des risques pour la santé? Bien, premièrement, toujours consulter Québec 511 en prenant le numéro de route 389, c'est la chose la plus simple à faire et vous allez avoir l'information la plus récente, à savoir est-ce que la route est fermée, est-ce qu'elle est ouverte, ainsi de suite. C'est difficile de prévoir parce que actuellement, il y a des feux, notamment le feu 315 répertorié sur le site de Sopfeu qui est de forte intensité, de grand volume et puis il se rapproche de la 389
189. Le feu, ça va finir par passer. Ça passe assez rapidement. C'est des résineux dans ce secteur-là, de l'épinette, du pain, des choses comme ça passe vite. Mais le problème, c'est les fumées. Là. Bon, alors on souhaite que ça se passe bien de votre côté. Merci d'avoir pris le temps de nous parler ce soir. On vous souhaite bonne chance pour la suite. On va rester en contact. Merci, M. Gagné. Merci, à la prochaine. Ottawa et Québec s'entendent pour protéger et rétablir le caribou forestier dans la province. Ils annoncent un accord en ce sens conclu avec les communautés autochtones. Le gouvernement de Mark Carney va investir 25 millions de dollars sur 4 ans pour soutenir le projet. Ça s'ajoute aux 59 millions de dollars et demi déjà mis sur la table par Québec. Ottawa qui va aussi verser 15 millions de dollars sur 5 ans aux communautés pour la mise en place d'autres mesures. Demain, c'est le 1er juillet, donc la journée du déménagement ou la fête du Canada pour certains. Donc, voici quelques conseils pour survivre à cette journée. Évidemment, il faut éviter de faire déborder nos rues avec des tables et des toasters, donc voici quelques rappels. Bon, votre ville a sûrement une journée où les encombrants sont ramassés. Il faut vérifier, mais par exemple, à Montréal, il y a plusieurs choses que vous avez le droit de laisser pour cette collecte. Par exemple, on peut penser à des électroménagers, certains meubles, des éviers, des portes et du métal. Mais il y a aussi plusieurs choses qu'il ne faut pas laisser sur sa rue. Il y a tous les meubles qui sont rembourrés, donc divans, fauteuils, matelas, les réfrigérateurs, climatiseurs, congélateurs. Ça, c'est pour pas relâcher du gaz réfrigérant qui est très dommageable pour l'environnement. Dans les deux cas, il existe des services pour s'en débarrasser, mais sinon, il faut amener le tout à l'écocentre. Pour les électroniques, donc ordinateurs et autres, il y a plusieurs points de dépôt qui existent. Il suffit de rentrer sa ville sur le site ou recycler mes électroniques. Vous pouvez aussi tenter de donner une deuxième vie à vos choses avec un message dans le groupe Facebook de votre nouveau quartier. Si vous avez un camion de déménagement, vous pouvez vérifier sur le site de votre ville s'ils font un permis spécifique. Après, tant que vous n'êtes pas sur une rue piétonne ou sur un no parking, généralement, il n'y a pas de problème. Aussi, attention aux blessures les plus courantes, ça va être dans le bas du dos, les orteils, les doigts écrasés, puis les épaules, les mollets et les chevilles. Finalement, n'oubliez pas de changer votre adresse pour la banque ou les autres institutions. Pour tout ce qui est provincial, vous pouvez aller sur le site du Service québécois de changement d'adresse pour tout faire d'un coup. Pour le fédéral, il y a une page qui regroupe les différents services, mais il faut y aller un à la fois. Et voilà, maintenant, il ne reste plus qu'à déménager. Et le plus important, surtout, c'est de ne pas oublier de payer la pizza à ceux qui vous ont aidé. Alors, on vient d'entendre un très court extrait de la nouvelle chanson de Céline Dion. Ça a été publié sur ses réseaux sociaux. La pièce « Bonjour, pardon, merci » va sortir donc ce vendredi. C'est le deuxième morceau à paraître cette année après Dansons en avril dernier. La diva québécoise prépare son grand retour sur scène à Paris cet automne. Alors voilà, c'est complet pour ce soir, non toute l'équipe. Merci d'avoir été là. Demain, bien sûr, c'est jour de déménagement. Au même moment où la chaleur intense s'installe, on sera sur le terrain pour aller à votre rencontre. À demain, tout le monde.